En ce mercredi 7 mai, on fait le tour de l'actualité économique avec la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. On revient sur une histoire nébuleuse de noyade à Boucherville. On fait le point sur l'exclusion d'une école primaire à Saint-Constant qui fait beaucoup jaser. Et on présente les nouveaux tarifs de transport en commun dans la région. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Avant de commencer, on vous avait dit la semaine dernière que nous nous rendions à Québec pour assister au gala des Grands Prix des hebdos d'Hebdo Québec. Eh bien, Gravité n'est pas revenu bredouille. Au contraire, nous avons remporté un total de 10 prix répartis chez les journalistes, l'équipe des ventes, le studio de design graphique et la stratégie numérique, dont, roulement de tambour, le 3e prix pour la stratégie numérique a été décerné au balado. Ceci n'est pas une revue de presse. Wouhou! Yeah! Et Audrey, bien que nous sommes les visages et les voix derrière cette émission, on doit partager ce prix avec toute l'équipe qui travaille aussi dans l'ombre dans ce beau projet-là. Je nomme ici Joël Bergeron, Philippe Lachance-Aymon, Guillaume Gervais et Caroline Gravel-Bouchard. Vendredi dernier, Valérie, nous avons reçu la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, en poste à ce ministère depuis presque 9 mois. Elle était ministre de l'Immigration depuis son élection en 2022 avant de devenir super ministre, comme on l'appelle dans le milieu. Bien évidemment, ce ne sont pas les sujets économiques qui manquent. Alors, voilà, bonne écoute. On peut dire que depuis le début de l'année, l'économie est le sujet dont tout le monde parle. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et députée de Sanguinet, Christine Fréchette, pour discuter de l'actualité économique. Bonjour, Mme Fréchette. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à notre balado. Et parlant d'actualité, un nouveau gouvernement fédéral a été élu il y a quelques jours. Il s'agit à nouveau d'un gouvernement libéral, mais avec un nouveau premier ministre. Comment vous, est-ce que vous entrevoyez les prochains mois avec ce nouveau gouvernement fédéral pour faire face aux enjeux économiques actuels? Effectivement. Bon, d'une part, ça vient stabiliser le cadre sur le plan canadien, là, parce que tant qu'on était en campagne électorale, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire, bien sûr. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait maintenant un premier ministre dûment élu. Alors, ce que l'on constate de M. Carney, c'est qu'il a vraiment priorisé l'économie. Alors ça, pour nous, quand même, c'est une bonne chose parce que, comme vous le dites, l'économie est à l'avant-scène. Puis je pense que ça va être le cas pour un certain temps parce que notre voisin du Sud est très, très, très imprévisible et ça fait en sorte de changer constamment le cadre dans lequel on doit évoluer puis que nos entreprises doivent évoluer. Alors, ce que j'entends de M. Carney, c'est qu'il est intéressé à débuter rapidement les discussions avec le président Trump pour ce qui est de réviser l'accord de libre-échange qu'on a entre nous. Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'on ait un cadre davantage stable parce que les entreprises, pour progresser, pour avancer, elles doivent avoir un peu de visibilité. Alors, tant qu'on n'aura pas renégocié les termes ou révisé les termes de l'accord de libre-échange, ça va enlever de cette visibilité puis prévisibilité-là. Alors, ça, c'est une bonne chose. Et puis, le fait aussi qu'il y a des ministres avec lesquels on avait l'habitude de travailler, qui sont encore en poste, je pense notamment à François-Philippe Champagne, à Mélanie Joly. Bien, ça assure une plus grande continuité. Quand il y a un changement complet des équipes, là, c'est sûr qu'il y a un temps d'arrêt un peu plus long. Dans le contexte actuel, on a besoin de bouger rapidement. Alors, le fait qu'il y ait des joueurs qui étaient déjà en poste puis qui risquent d'y rester, ça pourrait aider aussi à accélérer un certain nombre de processus. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans cette espèce de crise de tarifs et de notre ami M. Trump, est-ce que le gouvernement fédéral en a fait assez, selon vous, pour les entreprises québécoises jusqu'à maintenant? Je pense qu'on n'a pas vu encore la pleine mesure de ce que le fédéral peut faire ou entend faire parce qu'il y a une partie des tarifs qui ont été comme mis de l'avant. Là, on nous a menacé de plusieurs tarifs pour finalement reculer la journée avant le début des tarifs ou encore changer d'idée, reporter dans le temps. Alors, je pense que jusqu'à maintenant, le fédéral a mis de l'avant une menace là, de mesures tarifaires importantes. Nous, ce qu'on dit au fédéral, c'est que c'est important que ces mesures, ces contre-tarifs n'affectent pas négativement des entreprises du Québec qui vont s'approvisionner en intrants qui arrivent des États-Unis. Et ça, je vois que du côté des entreprises, bien, il y a des enjeux de ce côté-là là, qui doivent être réglés. Fait que je m'attends du fédéral à ce qu'il montre de l'ouverture pour réviser un certain nombre de contre-tarifs, advenant qu'on doive en appliquer là, bien davantage, ce qui est possible, puis qu'il révise ceux pour lesquels il y a déjà des mesures en place puis qui posent des enjeux aux entreprises. Une des choses que je me dis, c'est que
Le Québec a pas mal aidé à faire élire ce gouvernement libéral. Alors, je pense que M. Carney avoir un retour, nous en doit une, comme dit M. Legault. Donc, j'ai l'impression que ça va faire en sorte que le fédéral ait une bonne ouverture. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite par rapport aux demandes du Québec. Je veux qu'en fait, qu'on trouve un modus operandi là, qui nous serve les deux, à la fois les intérêts du Québec puis les intérêts du Canada. Donc, il y en a peut-être plus à venir, des mesures. Que le fédéral aide les travailleurs qui pourraient être mis à pied en grand nombre. Ça va être important parce que c'est le fédéral qui gère l'assurance-emploi. Donc, de notre côté, on n'est pas en action de ce côté-là d'une manière directe. On l'est par la bande parce que on va aider les entreprises du côté des liquidités, advenant que des entreprises ont des manques en matière de liquidité. Donc, ça va aider à ne pas licencier beaucoup de gens, mais l'aide directe aux travailleurs, ça, c'est le fédéral. Donc, on s'attend à ce qu'ils puissent aller de l'avant, advenant qu'on en soit à des mises à pied importantes. Pour l'instant, on n'est pas là. Et ça, c'est rassurant quand même. Si on regarde jusqu'à la fin mars et qu'on compare à l'année passée, on a à peine 100 travailleurs sur 3100 de plus qui ont été mis à pied cette année en comparaison de l'année passée. Fait qu'on est pas mal dans les mêmes eaux. Donc, il n'y a pas eu de mise à pied massive. Néanmoins, il y a quand même un impact négatif là, sur les entreprises parce que l'incertitude, ça gèle bien des gens. Et c'est pas juste le fait au Canada, c'est aussi le cas aux États-Unis. Je parlais ce matin à une entreprise là, établie aussi aux États-Unis, puis il me disait que là-bas aussi, les projets d'investissement sont pour l'essentiel arrêtés ou suspendus. Tout le monde est en mode attente pour voir comment ça va évoluer. Ici aussi. Mais moi, je pense qu'il faut au contraire profiter de la conjoncture actuelle pour investir dans les technologies de l'information puis mieux se positionner et diversifier ses marchés d'exportation. Très important. Mais on a reçu d'ailleurs des entreprises exportatrices, plusieurs entreprises en fait qui nous ont dit à quel point l'incertitude, c'est ce qui fait le plus mal. C'est pas nécessairement même les tarifs, c'est juste de ne pas savoir sur quel pied danser. Vous le dites vous-même, vous êtes allé rencontrer des entreprises. Et quel message elles vous ont partagé? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous aussi, ces entreprises-là, notamment dans votre circonscription? Bien, ça a été très important depuis le tout début. Depuis début décembre, là, on est à l'œuvre. Je rencontre très régulièrement, plusieurs fois, parfois par semaine, des acteurs entrepreneuriaux. Et c'est sûr que c'est ça. C'est la préoccupation première, c'est l'incertitude qui plane. Donc, les gens sont aux aguets, ils surveillent l'évolution au jour le jour. Les tweets du président américain, on surveille ça. Ils s'attendent du gouvernement du Québec qu'on les épaule. Et puis, ce que j'entends, c'est qu'il y a une belle appréciation des programmes qu'on a mis de l'avant. On a un programme pour aider au niveau des liquidités, comme je disais tout à l'heure, le programme Frontières. On en a un aussi, Panorama, qui est pour la diversification des marchés d'exportation. Puis là-dessus, c'est Investissement Québec là, qui est là pour aider les entreprises à bien identifier des marchés alternatifs aux États-Unis puis à entamer des démarches pour faire en sorte de s'établir dans ces marchés-là. C'est un long processus, mais on est là pour aider les gens. Et puis, il y a le chantier productivité aussi qui va amener les entreprises à mieux investir dans les technologies pour hausser la compétitivité. Donc, ce que j'entends, c'est que ces programmes-là sont appréciés. Maintenant, c'est encore au tout début, là, je vous dirais, d'une une nouvelle norme, une nouvelle normalité dans laquelle on vit. Mais ce que je constate, c'est que la pandémie nous a rendus tous un peu plus agiles pour ce qui est de se réinventer, pivoter. Et là-dessus, je sens que les entreprises ont déjà tiré des leçons sur ce qui s'est passé pendant la pandémie qui pourraient leur servir dans le contexte actuel. Voilà, il y a beaucoup quand même d'incertitudes. On en a vu d'autres, là. Juste en ayant géré la pandémie, là, c'est un autre type de crise. Vous l'avez dit, le gouvernement a un rôle à jouer pour épauler les entreprises. On se questionnait, elle va jusqu'à quelle limite, dans le fond, cette aide qu'on peut octroyer aux entreprises? On prend l'exemple, cette semaine, il y a Lion Électrique, où là, le gouvernement a dit, ben non, là, c'est assez. Il y a déjà 200 millions de dollars qui ont été investis pour cette compagnie-là. Il y a évidemment Nordvolt aussi, qui est à hauteur de 270 millions. Comment on conjugue avec, oui, il faut les soutenir, mais là, ces deux exemples, ça n'a pas fonctionné. Elle est où, cette limite-là? Bien, d'une part, dans le cadre de la guerre tarifaire, les aides que l'on offre, c'est des aides pour répondre à la crise tarifaire. Donc, ce n'est pas nécessairement comparable avec de l'aide financière qu'on veut investir pour soutenir la présence d'une entreprise dans un créneau stratégique. Donc, là, c'est vraiment des aides d'urgence. Mais néanmoins, quand je parle de productivité et de diversification des marchés, on est au-delà de l'urgence aussi. Je pense que c'est un but de long terme d'avoir une diversification puis de ne pas mettre tous nos œufs dans un même panier. C'est sûr qu'on est dans un contexte où la compétitivité, elle est grande entre les États, entre les pays.
Faut pas penser qu'on est les seuls à offrir de l'aide pour attirer des entreprises. C'est comme ça, non seulement dans le reste du Canada et en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. On pense qu'aux États-Unis, là, c'est les forces du marché qui dirigent les flux commerciaux, mais il y a des aides encore plus importantes souvent qui sont offertes aux entreprises, soit en provenance des États ou encore du fédéral ou des villes pour attirer des joueurs. Donc, c'est sûr que dans bien des secteurs où on est dans des créneaux stratégiques, bien, l'entreprise va nous dire, mais moi, je suis en discussion aussi avec, par exemple, un certain nombre d'États américains ou encore l'Ontario ou l'Ouest canadien. Donc, il faut qu'on parvienne à se démarquer. Et c'est souvent avec ce type d'aide financière que l'on parvient à se démarquer. On va être prêt à sortir plus peut-être le portefeuille pour les garder ici. Les garder ou les attirer. Ou... Souvent, quand il y a des entreprises aussi à l'échelle internationale, sont en compétition les différentes branches établies dans divers pays. Donc, ça fait en sorte que c'est à l'intérieur même d'une entreprise que la compétition se fait. Parfois, c'est dans un même secteur, mais pour lequel il y a de l'intérêt dans divers pays de les avoir. Parfois, c'est pour un projet d'expansion, pour des entreprises déjà établies ici. Donc, et c'est pour aussi des joueurs locaux, là. Il y en a des entreprises québécoises nées au Québec puis qui grandissent au Québec pour lesquelles on les aide. En fait, 93 % des interventions d'Investissement Québec, c'est pour des petites entreprises de moins de 200 employés, dont une grande majorité sont des entreprises québécoises. Alors, c'est pour les tirer de l'avant, c'est pour leur faire un bond technologique qu'on aide financièrement plusieurs de ces entreprises. Et c'est aussi pour garder des emplois bien rémunérés dans des secteurs d'avenir. Alors, c'est important qu'on soit présent. Souvent, ça donne le coup de pouce qui manquait pour faire en sorte de faire un pas en avant. Et les retombées sont importantes. À chaque fois, on calcule les retombées. Et sur le plan économique, ça fait partie de la réflexion. Fait qu'au final, la collectivité est gagnante. Dans le cas de Lyon, par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, cette fois-ci, vous avez dit non? En fait, c'est que l'entreprise avait déjà profité beaucoup d'un soutien financier important. Vous l'avez évoqué, là, on était à 193 millions de soutien financier. Une partie de ces aides-là avait été remboursée, mais bien sûr, pas tout. Et là, on a dit non parce que le plan d'affaires qui a été soumis à l'attention du gouvernement requérait trop de fonds publics pour pouvoir justifier qu'on aille de l'avant. Passer une ligne rouge... il n'y a pas lieu, dans le fond, de réinjecter des deniers publics. Moi, je pense que le privé peut être davantage présent. Alors, voilà, ça a été ce pourquoi on a dit non pour la suite des choses. À voir qu'est-ce qui va arriver. Les délais de décision là, sont très, très serrés. Là. Très prochainement, on va en savoir davantage. Donc, ça vaut la peine, selon vous, et c'est un rôle que le gouvernement a, d'injecter de l'argent pour attirer des entreprises malgré les risques qu'il y a. Il y a des risques, puis une politique de développement économique, développement industriel sans risque, ça n'existe pas. Alors, on pourrait décider de ne pas prendre de risques, mais ça voudrait dire qu'on ne fait pas de développement économique. Donc ça a un coût. Si on ne fait pas de développement économique, quelque part, la vitesse de développement de notre économie va être moindre. Et il est important de se positionner rapidement dans des créneaux d'avenir. Et c'est ce qu'on cherche à faire, renforcer des créneaux déjà établis, après ça, déployer des nouveaux créneaux. Et là, je pense, par exemple, à la défense. La défense, ça n'a jamais été un secteur, je dirais, naturel là, pour nous, particulièrement dans le Grand Montréal, parce que c'est là qu'il y a la grappe et l'expertise, mais aussi, je dirais, à Lévis, à travers Davy, l'entreprise. Donc là, avec le contexte géopolitique actuel, là, la défense vient de prendre en importance. Moi, c'était pas sur mon radar jusqu'à récemment, quand je suis arrivée en fonction, c'est l'automne passé. J'avais pas ça dans mes priorités, puis là, c'en est vraiment une priorité. Parce que je vois qu'au niveau du Canada, on veut rehausser notre contribution au budget de l'OTAN à 2 % du PIB. Ça va vouloir dire des milliards et des milliards d'investissements par le fédéral dans ce secteur-là. Or, c'est nous, dans le Canada, c'est nous, dans le Grand Montréal, puis dans la capitale nationale, qui avons l'expertise au Canada en matière de défense. Alors, il faut faire en sorte de se positionner. C'est sûr que notre contribution va être demandée, mais celle du fédéral aussi. Et le privé aussi doit être au rendez-vous quand on fait des projets de développement des entreprises. Mais là, il va falloir pivoter vite parce que ces budgets-là devront être dépensés, je dirais, dans une courte période de temps. Et je reviens d'Europe. J'étais là la semaine passée. En Europe, ils ont un plan de, je dirais, relance du secteur de la défense européen. Ils vont investir 800 milliards d'euros. Alors, c'est gigantesque parce que là, ils voient bien que compter sur les Américains, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, ça ne tient plus la route. Les États-Unis ne logent plus à la même enseigne à leurs yeux.
Alors, ils ont besoin d'être autonomes, je dirais relativement autonomes. Je ne pense pas qu'ils puissent complètement couper les liens du côté de l'approvisionnement américain. Mais ils nous disent également, 800 milliards, c'est énorme. Alors, on ne sera pas capable de faire ça tout seul. On va avoir besoin de partenaires. Et le Canada, le Québec, vous êtes un partenaire fiable sur qui on peut compter, puis chez qui on sait qu'on ne va pas se retrouver avec des surprises malvenues du jour au lendemain, comme c'est le cas avec les Américains. Alors vraiment, on a une belle notoriété. Il y a une sorte de solidarité qui s'est établie aussi. J'ai été en Europe à la fin janvier, puis je suis retournée la semaine dernière. Puis les 2 fois, là, j'ai senti une connexion du fait de la géopolitique actuelle, puis que les Européens veulent travailler avec nous à venir chercher, dans le fond, l'expertise qu'on a sur bien des enjeux. Madame Fréchette, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a des compressions budgétaires présentement. Le citoyen peut se poser des questions quand, d'un côté, on demande au milieu de la santé, de l'éducation, entre autres, de couper, de mettre des projets importants sur pause, alors que de l'autre, on voit le dossier Nordvolt, le fiasco de Saclec aussi, qui coûtera 1 milliard de dollars plutôt que les 200 millions prévus. Qu'est-ce que vous répondez à la frustration des gens? Bien, d'une part, ce qui a été rappelé, c'est qu'il faut respecter les budgets annuels qui ont été octroyés. Puis on a vu dans certains domaines que ces budgets-là étaient dépassés par rapport à la période de l'année. Et là, ça a créé une sonnette d'alarme parce qu'il faut faire en sorte que les ministères respectent les budgets. On a quand même eu un déficit d'une certaine ampleur qui a été annoncé avec le dernier budget. Donc ça montre que des budgets ont été dépassés. Puis c'est donc le premier son de cloche. Fait que ce qu'on dit, c'est respecter les budgets qui vous ont été alloués en début d'année parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On va avoir un trop grand budget. Donc, quand on parle de coupure, moi, je dis qu'il faut plutôt parler de respect des budgets qui ont été alloués. Et ensuite, ça prend du développement économique aussi pour faire tourner l'économie, pour faire entrer des recettes fiscales. Donc, c'est sûr que des investissements en matière d'économie dans des entreprises, ça rapporte aussi. Je sais qu'on parle davantage des dossiers économiques pour lesquels ça va moins bien. Puis c'est normal que les gens posent des questions. On travaille avec les deniers publics, puis c'est important qu'on réponde aux questions. C'est des sommes importantes aussi. C'est des sommes importantes également. Mais il y a des sommes importantes aussi qui ont été investies dans des entreprises qui vont bien. Malheureusement, on en parle moins, mais sachez que ça existe et que la filière batterie en compte plusieurs. Si vous regardez, par exemple, au niveau du parc industriel de Bécancour, on a plusieurs joueurs de la filière batterie qui ont été s'établir là et c'est en croissance fulgurante. Là. Quand on arrive là-bas, c'est vraiment fascinant de voir ça. Il y a plein d'entreprises, d'usines qui sortent de terre. Ça attire d'ailleurs les curieux. La ville de Bécancour a même développé un circuit touristique industriel parce que les gens ils étaient curieux de savoir comment ça évolue. Eh bien, ce développement-là, à lui seul, à Bécancour, a généré, pour l'instant, au Québec, à l'échelle du Québec, 2,5 milliards de retombées pour des entreprises québécoises. Alors ça, c'est des entreprises qui, entre autres, avaient un carnet de commandes qui commençait à ralentir, qui n'étaient pas sécures sur le moyen terme. Eh bien, pour plusieurs entreprises de la région ou du Québec, il y a eu un changement complet ou un renouvellement complet du carnet de commandes et c'est un carnet de commandes qui va les tenir occupés pour des années à venir. Et donc, c'est à hauteur de 850 000 $ pour la région immédiate, ces retombées-là, et 2,5 milliards pour l'échelle du Québec. Donc, c'est très important. Fait il y en a des retombées. C'est des risques qui ont été pris. Et puis, souvent, ça a rapporté une belle retombée pour le Québec, que ce soit sur le plan de la création d'emplois ou des recettes fiscales. Mais c'est sûr qu'il y a des risques qu'on a pris qui, finalement, ont mal tourné. Mais au global, je pense qu'on est très bien positionné. Puis, on est dans des secteurs d'avenir qui vont perdurer. On a beau voir un président américain dire bon, lui, la transition énergétique, l'efficacité énergétique, c'est pas sa tasse de thé. Mais dans les faits, ce mouvement-là de fond, il est là pour rester. La transition énergétique, ça va faire partie de notre avenir. Et si on se positionne là-dedans, comme on est en train de le faire, bien, ça va nous aider à moyen puis à très long terme. Mais quand vous parlez, je reviens au début de votre réponse, de respect des budgets, ça demeure que ça a des impacts concrets quand même. Je reviens au milieu de la santé, mais on le voit avec Maisonneuve-Rosemont, on le voit nous ici dans notre région avec le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Donc, il y a quand même un paradoxe un peu là, entre ce qu'on demande à ces ministères-là et l'argent qui, oui, ont été des risques, mais qui au final a été perdu. Là.
Parce que dans les ministères, c'est des services publics aussi qui sont rendus à la population. Je suis certaine que les gens de Vaudreuil-Soulanges sont très contents pour Bécancour, mais ils veulent leur hôpital aussi. Tout à fait. Ben oui, puis on est en action sur, je pense, c'est 38 établissements hospitaliers. C'est sûr que les besoins sont grands, particulièrement dans le domaine de la santé. Réussir à répondre à l'ensemble, à la totalité des besoins, c'est un objectif, c'est quelque part aussi un idéal, mais bon, il y a toujours des besoins qui ne seront pas comblés. Mais pour ce qui est d'HMR, bien, en fait, on est en train de retourner là, toutes les pierres pour essayer de voir les manières qu'on pourrait adopter pour avancer. Mon collègue Christian Dubé est sur le dossier à plein pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour manœuvrer, pour avancer, pour démarrer le plus tôt possible la suite des travaux. Mais c'est sûr que le respect des budgets, ça a été difficile pour plusieurs institutions. Il y a des secteurs pour lesquels aussi la demande a été grandement croissante. Je pense notamment à la francisation. On entendait que là, on avait coupé dans la francisation, mais dans les faits, on a déployer une offre de francisation comme jamais auparavant. 3 ans à peu près avant que j'arrive à l'immigration, on se pétait les bretelles parce qu'on venait d'atteindre 30 000 personnes francisées dans une année. Bien, cette année, on était à 90 000. Donc là, les gens ont l'impression que la francisation, c'est comme si on n'en offrait plus, alors qu'on en offre 3 fois plus qu'avant. On a pratiquement doublé les budgets, mais c'est parce que la demande a été telle, la croissance de la demande, on le sait, il y a eu beaucoup de personnes immigrantes qui sont venues sur le sol québécois, donc ça a fait rehausser beaucoup la demande pour de la francisation. Donc là, on était en mode rattrapage, on essayait de répondre à l'ensemble des besoins, mais en même temps, la demande était trop grande, trop croissante. C'est pour ça qu'on disait au fédéral aussi de mettre la pédale douce. Mais on ne peut pas arrêter de les franciser non plus s'ils sont déjà là, les gens. C'était un peu ça l'enjeu, parce que dans le dossier de la francisation, il semblait avoir un enjeu peut-être de communication entre les centres de services et peut-être le ministère, parce que j'imagine que le gouvernement a les données. Il y a combien d'immigrants qui ont besoin d'être francisés, d'apprendre le français? Ça demeure une priorité, je pense, pour le gouvernement, Tout à fait. que les gens apprennent le français, mais soit que leur formation était arrêtée ou ils ne pouvaient pas y accéder à cette... Il a fallu réorganiser une partie des services. Il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent via des programmes fédéraux. Puis les programmes fédéraux, on n'a pas les données. On ne connaît pas les profils des personnes qui arrivent. Fait que ça complique la donne parce qu'ils arrivent à nos portes et là, il y a tout une série de services qui s'activent. Mais dans les faits, on ne peut pas planifier cette demande-là parce que le fédéral ne nous partage pas les données. Puis on rehaussé considérablement le nombre de personnes qui venaient au Québec. Et puis il y a les demandeurs d'asile également qui sont arrivés en nombre considérable. En fait, l'Ontario et le Québec, à nous deux, on accueillait 90 % des demandeurs d'asile qui allaient en nombre vraiment croissant au fil des mois. Alors ça a été un poids, une responsabilité importante. Puis nous, on veut bien les accueillir, ces demandeurs d'asile. On veut faire en sorte qu'ils soient le mieux traités possible, mais en même temps, il y a une limite à nos services. On le sait, les classes d'accueil, de francisation, des logements abordables, on en a. Il y a eu des enjeux aussi avec Francisation Québec, le déploiement de cette espèce de nouvelle plateforme-là. Nous, en tout cas au niveau local, les organismes ou les organisations qui travaillent avec les personnes immigrantes avaient des enjeux là, pour justement juste s'y retrouver, obtenir des réponses ou des services. Là. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis, là, mais... Oui, ça s'est amélioré. Mon collègue Jean-François Roberge là, est aux commandes pour faire en sorte de bien rendre les services puis de structurer l'offre. Il faut voir qu'on a pratiquement créé l'équivalent d'une université en francisation. Quand je dis qu'il y a 90 000 étudiants sur une année, c'est une grosse université en francisation. Néanmoins, il y a des programmes qui ont été développés pendant ce temps-là et qui vont être offerts prochainement, qui vont réussir à franciser encore plus de gens. Mais la création de ce service-là, somme toute, moi, quand même, je suis satisfaite de la façon que ça s'est passé parce que c'était un gros défi. Mais maintenant, la demande a été telle que, on était un peu victime de notre succès, si on veut. Mais ça reste que la francisation est là pour rester. Puis on continue à mettre les bouchées doubles pour faire en sorte de franciser un plus grand nombre de personnes possible. La santé du français, c'est dans nos grandes priorités. Alors, on est à l'œuvre là-dessus, puis on va prendre les moyens pour le rester. Sur le plan local, vous parliez de beaux succès tantôt quand même qui passent peut-être sous le radar, mais il y a une usine de batterie à Candiac, celle de Nano One, qui fonctionne bien, qui a reçu aussi du financement du gouvernement dans les dernières années. Comment on peut expliquer le succès de Nano One qui est dans la filière batterie alors qu'on voit l'échec de Nordvolt? Est-ce que c'est possible, en fait, de comparer les deux? Puis qu'est-ce qui a fait le succès de Nano One? Bon, c'est sûr que les deux sont dans la filière batterie. Dans la filière batterie, il y a à peu près une vingtaine d'entreprises établies dans la moitié des régions du Québec.
Nordvolt, c'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres, plusieurs autres. Et NanoOne, c'en est un de ceux qui va bien. Il y en a plusieurs autres aussi. Mais ce qui est intéressant de NanoOne, établi à Candiac, c'est qu'ils utilisent en fait une technologie qui est peu utilisée au Québec au niveau des batteries, mais qui a été développée au Québec. Il faut voir que c'est Hydro-Québec qui avait été à l'origine de cette nouvelle technologie à l'époque. Une technologie pour les batteries qui a été récupérée par la Chine. Et la Chine en fait le cœur de sa production de batteries et que c'est une batterie très performante, plus accessible sur le plan financier. Alors là, avec NanoOne, on a une entreprise qui va rechercher à nouveau cette technologie-là et ça devient la base de sa production. Et c'est une technologie, donc, qui est une alternative à celle qu'on avait déjà. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de diversifier à la fois notre production en matière de batterie. Et puis, ça redonne vie, donc, à une technologie qui est à la base québécoise et ça nous rend plus autonomes parce qu'on ne veut pas dépendre de la Chine en termes de batterie, en termes de minéraux critiques et stratégiques. Et la Chine a la dominance vraiment dans ces marchés-là. Fait qu'il faut faire en sorte d'être autonome. Et ça, c'est un exemple de recherche d'autonomie avec NanoOne. Et c'est tellement intéressant ce qu'ils font que même la défense américaine leur a donné un contrat. Alors, ça montre aussi aux États-Unis que, quelque part, on est incontournable. On est incontournable pour les minéraux critiques et stratégiques. Hein. Ils ne vont pas faire apparaître sur la base d'un décret présidentiel des mines de minéraux critiques et stratégiques aux États-Unis. Pas plus que des forêts prêtes à être récoltées. Pas plus que l'expertise pour des brise-glaces. Et NanoOne, c'est un exemple de ce qui nous rend aussi incontournable aux yeux des Américains. Fait que ça, pour moi, c'est une force, c'est un levier sur lequel on va pouvoir miser pour négocier encore plus serré avec les Américains. Même chose pour les semi-conducteurs. 80 des semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis terminent leur course à Bromont. Alors ça, ils ne pourront pas nous remplacer non plus en un cliquement de doigts, dire finalement, ça ne nous intéresse plus de travailler avec les Québécois, les Canadiens. Non, on en a une expertise qui va être très, très difficile à remplacer si c'est possible d'être remplacé. Et ça va coûter des milliards, puis ça va prendre des années. Alors ça, pour moi, c'est vraiment des leviers super intéressants qu'il faut bien utiliser dans le cadre de la négociation qui s'amorce avec les Américains. Mais bravo à NanoOne. Et là, ils ont une sorte de usine, pilote, une vitrine technologique là, qu'on a supportée avec l'annonce de décembre dernier. Et leur but, c'est vraiment d'y aller avec une usine beaucoup plus vaste. Ultimement, une fois que la vitrine technologique fait ses preuves, là, ils vont pouvoir aller de l'avant avec une usine encore plus vaste et qui va embaucher encore plus de gens et qui va vraiment commercialiser cette technologie-là. Donc, bien hâte de voir la suite et je sais qu'ils travaillent fort là, pour se positionner dans le marché. En terminant, en fait, on voudrait parler à la députée aussi de Sanguinet. Il y a un dossier dont on parle depuis des années qui retient l'attention des gens. C'est l'urbanisation de la route 132 qui traverse Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Puis on vous pose régulièrement la question, mais on va vous la reposer encore. Où en est ce projet-là? Est-ce que ça avance, et où ça achoppe, si c'est le cas? Bien oui, ça avance. En fait, il y a du travail qui a été fait avec les maires concernés là, des trois villes le long de la 132. On veut faire en sorte de rendre cette route-là beaucoup plus sécuritaire, aussi avec des voies réservées pour les cyclistes, pour les piétons. Donc, une transformation de la 132, c'est dans les priorités. C'est inscrit au PQI, Plan québécois des infrastructures, là, pour ceux qui connaissent moins l'acronyme. Donc, depuis 2018, depuis la première élection de la CAQ dans la région en 2018, il y a eu des avancées. Ouais. Vous dites, parce que je me souviens avoir couvert la campagne électorale à l'époque. Christian Dubé et Daniel Mécan disaient, ça va se passer, vous allez voir, on va l'amener, l'urbanisation de la route 132. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu des avancées depuis 2018. Là, on n'est plus à la même place. Oui, le fait que ce soit, par exemple, inscrit au Plan québécois des infrastructures, ça, c'est un changement hyper important. Le fait que les maires se soient entendus entre eux pour la création d'un bureau de projet avec désignation de la composition de ce bureau de projet-là, ça aussi, c'est un facteur très important. Le fait qu'il y ait des négociations aussi qui sont menées avec l'ensemble des acteurs là, qui ont leur mot à dire là-dedans, ça, c'est requis. On ne peut pas passer à côté. Comme je disais, ça prend du temps, malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui bouge si on ne voit pas des coupures de ruban dès maintenant. Le dossier chemine. Ouais. En tout cas, les défis ne manquent pas pour vous dans les prochains mois. On aura peut-être l'occasion de se reparler justement en raison du contexte économique actuel. On vous remercie beaucoup d'être venu au balado. Merci. À bientôt. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale.
Les services d'urgence ont été mobilisés à la marina de Mézy à Boucherville sur le bord du fleuve Saint-Laurent dimanche dernier où 2 corps à la dérive auraient été signalés aux autorités. Les 2 victimes avaient été aperçues près de l'île Gros-Bois. Selon la Sûreté du Québec, les secouristes ont pu récupérer un premier corps en après-midi, tandis que le deuxième a été ramené sur la terre en début de soirée. À ce jour, aucune autre information n'a pu être dévoilée sur les circonstances des 2 décès ainsi que sur l'identité des 2 personnes. À Saint-Constant, l'exclusion des élèves d'une école primaire a fait énormément jaser dans la dernière semaine. Remettons les choses en contexte. À Saint-Constant, il y a une école secondaire, l'école Jacques-Lebert, qui accueille des élèves de première à 3e secondaire. Les élèves de 4e et 5e secondaire doivent par la suite compléter leurs études à l'école de la Magdeleine à la Prairie. L'école Jacques-Lebert n'est plus assez grande pour répondre à la demande et donc un nouveau bâtiment hyper moderne est en construction présentement. Une fois que ce bâtiment sera prêt, on l'espère d'ici 2026-2027, l'ancienne école sera démolie. C'est un projet au total de 219 millions de dollars. Le nouveau bâtiment permettrait de presque doubler la capacité d'accueil actuelle de Jacques-Lebert. Et dans le contexte, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries a récemment signifié son intention d'y offrir également la 4e et 5e secondaire aux élèves de Saint-Constant. Mais pour y arriver, elle doit exclure quand même les élèves d'une seule école primaire parce que le bâtiment ne sera pas assez grand. Et son choix s'est porté sur l'école primaire Piché-Dufrot. D'après le Centre de services scolaires, c'est l'école la plus loin de Jacques-Lebert, donc théoriquement la plus près de la Prairie, où les élèves devront terminer leur secondaire comme c'est le cas actuellement. Le journaliste du Reflet, Tristan Ouimet, a rencontré des parents très mécontents de cette décision. Ils parlent de rejet, de discrimination à l'endroit de leurs enfants. Ils pourront se faire entendre lors d'une consultation publique en personne le 14 mai à l'école de la Magdeleine à la Prairie. La Ville de Saint-Constant appuie aussi les démarches des parents en colère, car elle dit avoir été étonnée de la décision du Centre de services scolaires. Ce dernier tranchera d'ailleurs sur la question le 25 juin. Les membres de Desjardins des caisses de Châteauguay, de Beauharnois et de l'Ouest de la Montérégie à Mercier seront appelés à se prononcer sur un projet visant à regrouper les 3 établissements financiers. Les 3 caisses présentent ce regroupement comme un projet qui permettra de faire face aux défis de l'avenir. Si le projet se concrétise, la nouvelle coopérative sera formée de plus de 53 000 membres et gérera un volume d'affaires de 5,2 milliards de dollars. Les membres seront invités à voter lors d'assemblées spéciales qui se dérouleront les 2 et 3 juin. Pour que le regroupement soit accepté, il faudra que le vote en faveur soit à une hauteur de 66,67 %. C'est très précis. L'Autorité régionale de transport métropolitain a dévoilé les augmentations à sa grille tarifaire à partir du 1er juillet. Et parmi celles-ci, le billet unitaire au métro de Longueuil atteint le seuil du 5 $ le passage. Pour l'ensemble du Grand Montréal, c'est une hausse de 3 % du prix de ces différents titres. Dans l'agglomération de Longueuil, seuls les titres 1 ou 2 passages d'autobus ne sont pas haussés. Ils demeurent donc à 3,75 et 7 $ respectivement. Cependant, tous les titres AB qui permettent de se rendre à Montréal et d'y revenir ont été augmentés, notamment celui qui est nécessaire pour prendre le métro à Longueuil, qui passera donc de 4,75 à 5 $. C'est le cas du 2 passages également, donc une personne qui souhaite faire un aller-retour au parc Jean-Drapeau en métro pour un festival, par exemple, devra débourser 9,75 $. Selon la RTM, il s'agit d'un choix responsable et nécessaire dans le contexte économique actuel. En 2024, les prix avaient aussi monté de 3 %. Mais pour l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, il s'agit d'une hausse qui cible injustement les usagers de la Couronne Sud à ses yeux, d'autant plus que les usagers ont dû composer avec plusieurs enjeux, dont les ratés du réseau express métropolitain, le REM. La Ville de Salaberry de Valleyfield lance une consultation publique sur le phénomène de l'itinérance qui représente un nouveau défi dans la région. Le milieu communautaire et la table de concertation Itinérance Beauharnois-Salaberry travaillent déjà sur le sujet. De son côté, la Ville veut sonder les citoyens, les commerçants, les employés municipaux et les personnes en situation d'itinérance afin de cibler les préoccupations et d'identifier des pistes de solutions. Un sondage en ligne est disponible tout le mois de mai au citoyen.valleyfield.ca. Un rapport et un plan d'action seront présentés cet automne. Quel lien unit les abeilles aux champignons? Eh bien, à la mielerie Le Petit Bulldog à Saint-Constant, le propriétaire apiculteur Alexandre Mainville cultive des champignons en plus d'élever des abeilles reines. C'est d'ailleurs l'un des 10 apiculteurs seulement au Québec à élever des reines. M. Mainville avait besoin de compost pour ses jardins pollinisateurs
Il a donc rencontré un producteur de champignons à Saint-Mathieu-de-Belleuil qui lui a fourni du mycélium. Le mycélium, c'est les blocs de filaments blancs sur lesquels les champignons poussent. C'est ainsi qu'il a démarré sa propre culture de champignons, en plus de fabriquer du compost. On vous invite à en apprendre davantage sur ce projet écologique local dans le reportage vidéo diffusé sur Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, le comité logement Rive-Sud fera un point de presse à Châteauguay en compagnie d'un cabinet d'avocats pour dénoncer des pratiques abusives d'un propriétaire de logement. C'est d'ailleurs un immeuble dont Gravité a déjà parlé. Et la ville de Sainte-Catherine dévoilera ce jeudi le projet culturel Patrimoine vivant qui voit le jour grâce à une entente avec le gouvernement du Québec à découvrir dans le journal Le Reflet.